Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Back Issues. C'est dans cette émission que l'on discute avec l'ami Corentin ici présent. Salut. De comics qu'on a lus et on vous en dit ce qu'on en a pensé. Des fois du bien, des fois du méga bien et des fois du un peu moins bien. L'important c'est d'en discuter tout simplement pour essayer de retirer les défauts et les qualités de chaque album. Et après, libre à vous d'aller les lire en librairie ou de les emprunter en bibliothèque si votre bibliothécaire fait bien son taf. Et il me semble que des fois, vous pouvez leur faire des suggestions. Donc, n'hésitez pas, notamment en cas de coup de cœur par ici, vous leur dites « Bonjour, monsieur ou madame la bibliothécaire. Le podcast First Print a trouvé que ça, c'était un banger absolu. Donc, est-ce que vous pourriez commander Ultra Méga, s'il vous plaît, les deux tomes et voilà, en mettre 10 1000 flyers First Print que vous pouvez mettre devant votre stand à la caisse. Exactement. Alors c'est pas en bibliothèque, c'est pas une caisse par contre. Comment on appelle ça alors? C'est le comptoir, je sais pas, comptoir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, on va vous parler de comics aujourd'hui et on a 3 titres dont on veut parler. Alors on va commencer à l'horizontale, j'ai envie de te dire, pas mal, avec Stand Still qui vient d'être publié chez Delcourt. Donc c'était une maxi-série en 8 numéros avec Lee Loughridge qu'on connaît surtout pour son travail de coloriste, mais là qui est à l'écriture. Et donc on a Andrew Robinson au dessin pour une partie seulement, et Alex Riegel sur l'autre. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire le concept, enfin le pitch de cette histoire, sachant que particularité, donc c'est un album qui est publié à l'horizontale, donc à l'italienne, mais Delcourt a eu la bonne idée, suivant d'ailleurs d'autres initiatives du même genre qu'on avait pu voir par exemple avec la réédition du Barrière chez Urban Comics, de proposer un simple fourreau pour ranger votre bouquin à la verticale dans votre bibliothèque. Et j'imagine que les libraires sont aussi contents, que ça permet de ranger le livre plus facilement. Mais eu égard cette petite astuce de fabrication, peux-tu nous dire donc, Corentin, de quoi nous parle Stand Still? Oui, alors il y a 2 axes, on va dire, qui dépendent un petit peu de la partie de l'album qu'on traite. La partie principale, le début, suit l'histoire d'un assassin assez cynique, assez corrosif, assez antisocial, qui est tombé en possession d'un outil qui lui permet d'arrêter le temps, comme dans MPH, on va dire, enfin dans le sens où vraiment le temps s'arrête, se fige, et lui peut donc en profiter pour commettre toute une variété d'atrocités. Un peu comme Sex Criminals, mais sans le sexe. C'est tout à fait ça, absolument, littéralement comme Sex Criminals, dans le sens où effectivement ça met le monde sur pause, ce qui implique des variations de molécules, etc., qui seront plus tard utilisées pour justifier certains éléments. Cet appareil-là a été créé par un scientifique, enfin par son équipe, un scientifique et son équipe, Colin, qui va en fait comprendre que ce vilain est en train d'utiliser sa machine pour son bien personnel, pour une croisade de vengeance personnelle, ce sera expliqué plus tard. Et donc il décide de créer lui-même une autre machine pour se lancer à la poursuite de cet adversaire, très puissant. Voilà pour le pitch, voilà pour le résumé. Ça se complique un petit peu plus dans la deuxième partie de l'album, où il y a beaucoup de décisions qui sont discutées par rapport à ce qu'on peut savoir sur le héros et sur son adversaire. Et voilà. Alors, est-ce que c'est bien? Eh ben, c'est à moitié bien, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a beaucoup de BD qui sont juste pas bien. Là, c'est à moitié bien. C'est-à-dire que Stand Still, comme tu l'as dit, c'est avec 2 dessinateurs. Et c'est le problème principal qu'il faut pointer du doigt. La première partie, effectivement, vous avez une BD qui fait plus Nemesis. C'est un analogue du Nemesis de Mark Millar, mais pris dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous avez ce personnage, donc comme je l'ai dit, qui s'appelle Riker Ruel, qui a un jeu de mots, parce que si tu le lis vite, ça fait Rike Rule, tu vois, donc il est très cruel, qui alterne dans des petites scénettes où il va rendre une sorte de justice assez malsaine, mais assez défouloir, assez expéditive, mais je voulais dire assez jubilatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive dans des contextes qui sont généralement des points de vue précis sur le monde, sur la société. Donc il va par exemple aller massacrer un gang de bikers en leur expliquant que les codes vestimentaires des bikers en fait sont basés sur la culture gay. Il va aller alors qu'il vient de se faire traiter de gay juste il avant. Est très, enfin la première partie pour moi laisse entendre qu'il est bisexuel ou gay. Enfin il est très queer codé au début. Ouais. Donc queer codé, pour ceux qui voient pas, ça veut dire qu'il est écrit comme un homme gay, sans forcément que ce soit clair ou assumé. Ce qui est le cas de beaucoup de personnages de fiction, notamment dans les vilains Disney, etc. Il va aussi aller voir les djihadistes. Bon là, les commentaires sociaux seront plus légers, on va dire.
Il va aussi s'en prendre à une sorte de Paris Hilton / Kim Kardashian, une vedette de la télé-réalité qui est née avec de l'argent et qui affiche son luxe et son mode de vie au grand public. Et après, une fois qu'on a fini un petit peu cette espèce de tour d'horizon des problématiques que le personnage pointe du doigt, on rentre dans une histoire beaucoup plus personnelle entre le héros et Riker, qui va plus nous parler de leurs histoires personnelles, leurs problématiques amicales, romantiques. Et c'est là effectivement que Riegel reprend la main au dessin. Alors pourquoi est-ce que c'est à moitié bien ? Parce que la partie avec Robinson est magnifique et la partie avec Riegel est pas terrible. C'est Oui. pas un commentaire critique très développé, ce que je dis là. La sensibilité artistique est dans l'œil de celui qui regarde, évidemment. Mais là, il y a un vrai différentiel technique. C'est-à-dire que Andrew Robinson, c'est un artiste vraiment assez proche de Matteo Scalera. C'est très stylisé, c'est assez anguleux. C'est pas très loin de Sean Murphy aussi, particulièrement sur ce bouquin. C'est dans le même hein. cousinage, effectivement. Murphy qui a travaillé avec Scalera, ils sont très proches avec le côté un peu les visages anguleux, les structures de silhouettes qui font des grosses dynamiques vers l'extérieur et tout. C'est très beau, très très beau même, et ça profite assez merveilleusement et de la mise en couleur de Lou Ridge, qui est quand même un vétéran de ce domaine-là. C'est l'un des plus grands coloristes de l'industrie, Lou Ridge, et aussi de ce format horizontal qui est assez rare et qui est très agréable. Moi, j'aime beaucoup les BD à l'horizontale. Je les trouve justement trop peu utilisés dans les comics modernes. Il y a eu une époque où, par exemple, on avait les comics de Panel Syndicate qui utilisaient beaucoup ce style de découpage parce que c'était fait pour être lu sur tablette. Là, c'était un webcomics aussi, je crois, au départ. J'en ai aucune... Très bonne question, j'en ai aucune idée. Je suis pas certain. Pour moi, c'était publié chez Image. Bon, autant pour moi, c'est peut-être l'assimilation de horizontal égale webcomics, mais et effectivement, avec un bon dessinateur, en tout cas, un dessinateur qui sait exactement ce qu'il fait, et sur le plan de la rythmique, et sur le plan de l'expressivité des cases, et sur le plan aussi des personnages, parce que c'est vrai que Riker, justement, fait très personnage de Mark Millar, dans le sens où il a plein de petits codes graphiques. La chemise hawaïenne au début, la casquette rouge Make America Gay Again, les adversaires qui combattent, qui sont des vraies bonnes caricatures, entre guillemets, de problématiques du monde réel. À l'inverse, le héros est beaucoup plus plat. Il y a une mauvaise interpolation, je pense, au début, entre ce que veut dire Lou Ridge et ce que le dessin te renvoie. Par exemple, il y a une scène de rupture en 2 pages entre Colin et son ex-petite amie, où en fait, c'est le dessin rend la scène plutôt comique et légère, alors qu'à l'inverse, le texte a l'air plutôt... c'est très le poncif du héros qui est un loser, du point de vue, tu sais, de ce que les États-Unis considèrent comme étant un loser. Même dans cette scène, ils ont l'air de... Enfin, ils se disent quand même qu'ils s'aiment malgré tout, mais qu'ils se quittent. Et puis, t'as une scène juste d'un baiser, en fait, où il sourit alors qu'il est en train de se faire quand même larguer. Donc, c'est vrai qu'il y a une par une meuf qui a un propos très dur. C'est vraiment, t'es un raté, change de disque et tout. Du coup, c'est qu'elle est un peu bizarre, cette scène. Alors, peut-être qu'effectivement, ça explique le changement de dessinateur qu'il y a eu au milieu, ou alors Robinson, qui est très rare, qui est plus un artiste de variante qu'autre chose. Mais vas-y. Franchement, je pense simplement qu'il a pas réussi à tenir les deadlines. Après, c'est très bizarre. Ils le disent dans la postface, qu'il est venu les aider sur le truc, donc il s'est passé effectivement quelque chose et Rigel est arrivé en renfort. Parce qu'il est vraiment arrivé. Il arrive comme un cheveu sur la soupe, Rigel. C'est-à-dire que t'as un moment donné où le Colin active son bracelet d'arrêt du temps. Ouais. Et la page d'après. Et voilà, la page d'après, c'est Rigel. Et moi, je me suis dit, donc ils ont trouvé un artiste pour alléger le travail de Robinson qui va dessiner les moments qui se passent dans le temps figé temporel. Et après, on quitte ce moment-là et en fait, Rigel est là jusqu'au bout. Et le problème, c'est que c'est un dessin qui est beaucoup plus brouillon. Pour moi, qui est pas vraiment agréable à l'œil, surtout que non, c'est un Carmine di Giandomenico, mais loupé, tu vois. Et puis le comparatif est accablant. Ouais, par contre, justement, on parlait tout à l'heure de Sean Murphy. Quand Sean Murphy ne peut pas faire Harley Quinn White Knight, il va chercher Matteo Scalera. Ouais. Parce que, voilà. Lou Ridge, il a colorisé, mis en couleur, toute l'industrie. Son carnet d'adresse, il est plein d'artistes qui ont un meilleur niveau. Riegel devait être disponible, comme tu dis, pour tenir une cadence, et de fait, c'est un artiste qui doit être plus rapide. Il utilise bien l'espace, ceci étant, au niveau découpage, au niveau de l'action. Oui, mais alors sur la finesse du dessin, je suis désolé, en termes de traits, de visage, il y a des visages qui se ressemblent pas d'une case à l'autre. Même sur les postures, même s'il a les bons, si tu veux, il a le bon placement de personnage. Mais parfois t'as des corps qui deviennent vraiment grossiers, ou même certains objets. Enfin, il y a plein de problèmes. Enfin, vraiment. Non, il y a plein de problèmes, effectivement. Le vrai problème, c'est que ça ne tient absolument pas la route après ce que fait Andrew Robinson. Tout à fait. Et ça ne fait en plus qu'accentuer un problème de rupture de ton entre justement cette partie 1 et partie 2, puisque même au niveau du scénario, pour moi, c'est pas une BD qui est cohérente. Il y a plein de choses à dire selon la sensibilité du lectorat qui nous écoute.
sur les discours que propose Riker. C'est agréable pour moi en l'occurrence, puisque je suis un peu un sale gamin, et il y a un côté sale gosse au début dans cette BD, d'avoir un vilain qui va lâcher des vérités avant de massacrer des gens. J'aime bien moi cette écriture parce que je suis un gamin des années 90. J'aime bien le cinéma un peu style Fight Club où on a un salaud magnifique qui connaît son sujet, même s'il peut être très corrosif, très pervers. Et ça a des limites aussi. Quand il emmerde la pauvre caissière du Starbucks, tu te dis, bon, là, par exemple, est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est un Tyler Durden qui ne peut pas s'empêcher, dès qu'il voit quelqu'un, de le juger, de le prendre de haut et de lui lâcher ses vérités et tout. Mais en tout cas, ça fait un vilain qui est entier. Ça fait un personnage ça fait une BD de super méchant, comme justement Nemesis. Nemesis, c'est pas une BD de super héros, c'est une BD de super méchant, comme les Far Cry et tout. Et puis ça ressemble plus à Nemesis Reloaded, en fait, au reboot de Nemesis qu'au tout premier volet, puisqu'il y a aussi cette histoire parce que dans la réinvention que Miller avait fait de son Nemesis avec Reloaded, là, il y avait vraiment, c'était pas un personnage qui faisait ça juste pour une expérience, pour le fun, c'était qu'il avait en tout cas au départ, il y avait un vrai plan de vengeance. Voilà. De la même façon, le héros est la première partie, le héros est très vide. Enfin, il a pas de qualité particulière. Colin, c'est un motif. Et en fait, dans la seconde partie, justement, on inverse la polarité en disant que après s'être bien drogué, avoir abusé des bonnes choses entre guillemets, Riker a une sorte de burn-out qui inverse sa personnalité, en tout cas qui l'atténue grandement. Alors que putain, on l'a vu planter une dague dans un clébard, quoi. Dans un petit chien, ouais. Là, pour moi, c'est vraiment clairement un scénariste. Lilo Ridge n'est pas autant versé dans le scénario que dans la couleur, évidemment. Et ça se voit. Là, vraiment, pour moi, il y a eu un changement d'avis et je déteste ça dans les comics. Quand le scénariste te dit quelque chose avant de changer d'avis, c'est un truc qu'on a souvent pointé dans ces podcasts. Là, il y a eu pour moi un manque de direction qui est très clair. Après, tu crois pas que c'est aussi un peu normal pour la trajectoire du personnage, de fait de plus il s'approche de l'accomplissement de sa vengeance, plus ce qui lui reste à faire ne trouve plus de sens, parce que de toute façon, en fait, quand tu veux venger quelqu'un qui a disparu, tu ne la ramèneras pas, tu n'en ramèneras de toute façon pas cette personne, et donc c'est aussi ce genre de propos sur la vacuité de tout projet de vengeance. Ça pourrait être c'est clairement comme ça qu'il tente de retomber sur ses pattes, je pense. Néanmoins, tu vois, je te pose la question en sens inverse. Si tu as un film comme Fight Club, par exemple, la première partie, tu as Tyler qui est un gourou, etc., etc. La deuxième partie, il réalise qu'en fait, c'est lui qui a un problème avec son daron, il va en thérapie, et après, du coup, il se calme et c'est la fin du film. Tu te dis, non, ce que tu m'avais promis. Tu vois, en fait, c'est juste des codes naturels de fiction. Là, tu sais, la partie 1, la partie 2, la partie 3, je suis pas, moi, un formaliste absolument ultra rigide, hein. J'aime bien quand les scénaristes arrivent à nous surprendre et tout. Néanmoins, là, avec l'installation qu'on nous fait avec ce vilain, le fait de ramener en cours de route, et vraiment en cours de route, parce qu'il y a un personnage qui va devenir le vrai vilain de toute l'aventure, qui est là une case dans le premier numéro et qui après disparaît et ne revient qu'au numéro 5, il y a quand même un côté... C'est vrai que ça change radicalement aussi la tonalité du récit. Voilà, il y a un côté, en fait, on partait vers une direction et en cours de route, le scénariste met un coup de volant et dit non, en fait, on va aller par là. Ouais. Et ça, justement, pour moi, ça gâche la qualité de l'album. Parce que quand on avait commencé à en parler, dans les podcasts First Print, Front Page, moi, j'avais lu les 3 premiers numéros. Donc, et après, du coup, j'ai continué. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est à moitié bien, c'est que quelque part, je ne renie pas le plaisir que tu peux avoir à lire précisément les 3 premiers numéros. La fable de l'album est très jolie. Les covers de Robinson, qui s'inspirent vachement du travail de Ashley Wood en termes de composition, sont très agréables aussi. Maintenant, moi, je préférais du coup avoir les covers encadrés chez moi parce que la BD elle-même, je sais que je vais pas la relire. Et c'est un peu moche, mais c'est aussi le prix à payer. Tu vois, c'est quand t'as un excellent dessinateur qui d'un coup fout le camp, tu te retrouves un peu prisonnier de ton envie de finir le bouquin, mais quand le graphisme il suit pas. Et quand en plus, justement, il y a une critique assez sévère, je trouve, qui a été écrite sur Aped Comics, AIPT Comics, c'est un très bon site qui fait des critiques assez intelligentes en général, qui dit que c'est une BD de lâche, parce que justement, il y a toute cette partie, tous ces discours antisociaux formulés par Riker, qui après vont s'éteindre au moment où la BD réalise qu'il faut qu'elle raconte une histoire. Moi, je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que je pense que, oui, c'est un peu gratos au début. C'est-à-dire que ce plaisir un peu gamin, il est là, on le savoure, et après, il n'accouche de rien. Mais pour moi, c'est pas que Lilo Ridge est lâche, en fait, c'est qu'il a vraiment dû réaliser en cours de route que il fallait qu'il raconte une histoire. Enfin, il fallait qu'entre guillemets, il termine cette histoire d'une façon ou d'une autre.
Là où Millard, justement, t'aurais fait une bataille finale très sacrificielle où les deux auraient été sur une aile d'avion à dire t'étais mon ami, et l'autre lui aurait répondu moi je suis une personne, on n'a pas d'amis, qu'est-ce que t'as à l'envers, je suis trop cynique, je suis trop badass et tout, à la Némésis, ou alors à la fin le vilain aurait gagné parce que chez Millard le vilain gagne toujours à la fin, parce que c'est lui le vilain en vérité. Là pour le coup il y a quand même un côté un peu plus mou et qui est pas juste lié au, même en plus pareil il y a des incohérences quand le bracelet, tu sais, où on te dit qu'il faut absolument qu'il soit greffé au corps de l'autre. En fait, après, ça, c'est une notion qui n'a plus cours. Les vilains qu'on voit au début, même c'est la personne qui l'a au téléphone quand il sort du bar de Biker, qui est pas un truc qui est réutilisé ensuite. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a deux histoires qui se chevauchent dans ce comics. C'est très dommage. J'aimerais limite, moi, que Lou Ridge, qui a des bonnes idées, trouve une façon de recollaborer avec Robinson. Parce qu'en plus, il y a un N en point d'interrogation à la fin. C'est une fin ouverte. S'il doit faire une suite, j'aimerais que Robinson prenne vraiment le temps de la faire, du début à la fin, et que là, ce coup-ci, il parte avec un plan pour justement qu'on profite mieux de l'expérience. Mais je parle, Arnaud. As-tu un avis? On l'a entendu au gré des réponses que je donnais à ton discours. Mais pour le coup, le constat, il est à peu près pareil que toi. C'est-à-dire que moi, j'avais pas lu en single issues, donc je l'ai attendu. Je connais pas très bien le travail d'Andrew Robinson. Au final, je crois. Il a fait quoi d'autre? Est-ce que tu pourrais m'aiguiller? Il a fait des covers. Des covers surtout. Hein. Il a fait. Est-ce qu'il avait pas aidé sur la série Winter Soldier du gars qu'on adore, de Marco Rudy? Je crois que quand Marco Rudy était parti, ou alors il a juste fait des covers. Attends, je vais regarder pendant que tu élabores ta réflexion. Mais en tout cas, oui, sur la base, en tout cas, enfin, les bandes dessinées à l'italienne, c'est super cool dans ce que ça permet de faire, notamment sur les grandes cases à l'horizontale. Enfin, il y a tout un côté cinématographique qui est toujours assez génial en général quand tu fais des BD comme ça. Et c'est vrai que l'ouverture, comme tu le dis, c'est cette écriture sale gosse, c'est pas un héros, mais il bute des types qui a priori, voilà, sont pas très sympathiques, donc on n'est pas trop triste que ces gens-là se fassent buter. Et puis après, même et c'est vrai qu'après tu vois la cruauté du personnage, notamment, effectivement, ce qu'on l'a dit avant, il y a un moment, il y a un petit chien qui se fait poignarder sans aucune raison, et c'est là qu'est ma limite. Les êtres humains méchants, oui, mais les petits chiens, non. Mais toujours est-il que c'est super graphique, et je me rappelais que tu m'avais dit que c'était chouette, et donc j'étais vraiment parti hyper clair en me disant allez putain, faut que je dise à Delcourt de l'envoyer au jury des FPA, parce que clairement ça peut concourir pour le meilleur one shot indé. Et puis effectivement il y a ce 4e numéro où à un moment, au bout de 4 pages, en fait il y a cette rupture graphique avec le changement de dessinateur. Au début je suis un peu interloqué, je me dis attends, mais c'est bizarre, il a changé d'encreur ou je sais pas, et en fait non, effectivement c'est pas du tout la même chose. Je me dis ok, très bien, c'est un fill-in en milieu de la série, et en fait le numéro 5, t'as les 2 premières planches qui sont de nouveau par Robinson, et en fait c'est les 2 seules dernières qu'on verra, puisqu'ensuite l'intégralité du bouquin est dessinée par Rigel. Et le truc c'est que c'est vraiment impossible en fait de passer outre, quoi. Autant il y a certains titres où tu peux concevoir qu'un artiste vienne en renfort pour aider à finir une série, mais là non seulement t'as vraiment certains passages qui sont vraiment pas propres, qui sont pas au niveau en fait, hein. Après je suis désolé, le défaut principal d'Andrew Robinson, c'est qu'il est trop fort. En tout cas, il fait vraiment des planches qui sont super quali, et comme tu le dis, c'est vrai qu'avec le carnet d'adresses que peut avoir le Ridge, c'est trop bizarre qu'il soit allé chercher quelqu'un dont non seulement le dessin ne colle pas du tout au style, puisqu'on n'est plus du tout sur la même façon de dessiner les personnages notamment, hein. C'est plus un trait anguleux, c'est quelque chose de beaucoup plus rond, mais aussi un peu mal tenu, en fait, un trait qui est pas lisse du tout. C'est comme dit, si vous voyez ce que fait Carmine Giandomenico, je pense qu'on est vraiment un peu dans cette école-là. Et donc, si vous comparez Giandomenico à Sean Murphy pour reprendre les équivalents, vous savez bien que c'est pas du tout la même école, et que a priori ces 2 dessinateurs n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Je trouve que ça écrase les couleurs, cette espèce de style très très sans nuance, quoi, très frontal, sans finesse. Enfin ouais. Donc très très compliqué. Pour te répondre, j'ai du mal à trouver beaucoup de BD qu'il aurait dessiné. Il a fait un projet qui s'appelle Dusty Star en 2006 avec Joe Pruitt, mais à l'époque il avait pas du tout le même coup de crayon, il faisait plus un truc à la Jock. Entre temps il a fait les covers de plastique, il a fait les covers de Vigilante, il a pas fait 40 trucs, et il a fait une BD avec Cal Baker mais qui dessine pas, qui s'appelle le 5e Beatles, qui lui a valu un prix Harvey. Okay. Mais Robinson, à part ça, c'est un artiste qui est très 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 rare. Effectivement, ouais. Peut-être que ceci explique cela.
Donc ouais, donc très difficile de passer outre le dessin jusqu'à la fin. Et c'est vrai. Alors moi, le changement de tonalité m'a un peu moins chagriné que toi, puisque je l'explique par le cheminement du personnage, mais j'ai jamais trouvé par contre que Colin était très intéressante de toute façon en fait. Et aussi, il y a quand même des changements de scène, je trouve, qui sont très abrupts, quoi, où on passe d'un moment à un autre. Où tu dis ah ouais, quand même il a réussi à faire tant de chemin, en tout cas ou à se rendre dans telle destination avec, et sans qu'il y ait une case qui te dit genre quelques instants plus tard. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a des ruptures, il y a aussi des ruptures temporelles qui sont assez difficiles à appréhender, et ce qui fait qu'en refermant l'album, j'étais quand même assez déçu, et donc bah j'ai plus envie de le proposer, en tout cas pour c'est bien dommage, pour les FPA, ça c'est sûr. Mais c'est con parce que vraiment ça partait très bien. Ouais. Donc peut-être feuilletez-le pour ton premier numéro. Il y a sûrement des gens chez eux qui ont, tu sais, un rayon précisément pour les albums à l'italienne et qui ont du mal à le remplir. Donc, oui, mais d'autant plus que là tu peux le ranger à la verticale, donc ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, ils ont pallié. Mais t'as quand même un dos à l'italienne à l'intérieur de. Oui, si tu veux. Oui, ouais. Si tu veux retirer le fourreau, tu peux le faire. Mais c'est vrai que à limite j'aurais préféré que ce soit en 4 numéros, avec un 4e numéro où juste il termine son massacre jusqu'au bout, puis à la fin ils s'aperçoivent qu'il y a plus rien à faire, et puis ils se tirent une balle, et puis voilà, quoi, tu vois. Enfin, un truc bien nihiliste, moi ça m'allait beaucoup plus. Osons la BD nihiliste. Donc voilà, c'est dommage. C'est une déception pour nous, mais on ne désespère pas que Robinson et Rich puissent recollaborer ensemble pour un truc aussi qualitatif que les 3 premiers numéros de cette série, qui restent disponibles, si vous le voulez, aux éditions Delcourt pour 25,95 €. Ensuite... on n'a rien contre Alex Riegel, c'est le décalage fait que... Enfin, remarque si Arnaud un truc contre Alex Riegel, mais en l'occurrence, je suis quand même vraiment pas très non, mais tu vois, moi, si de base il avait fait du début à la fin, on n'aurait même pas parlé de la BD dans le podcast, du coup, on n'aurait pas eu l'occasion de l'insulter, donc tu vois, c'est ce que je veux dire. Oui, certainement. Il y a peut-être des fans de ce genre de coup de crayon, je ne sais pas, hein, oui, c'est possible. Puis les physiques changent beaucoup. Sa pote, oui. C'est le jour et la nuit entre comment Robinson l'a dessiné, comment lui la dessine, vraiment, enfin, bref. Non, et même dans les perspectives, moi j'ai une scène un peu de luge, on va dire, une scène de luge et de tremplin de luge, je sais pas si tu vois cette case, mais vraiment qui en termes de perspective, c'est n'importe quoi, mais vraiment, t'as pas de relief, justement, quand la meuf en question lui dit non, n'y va pas, il y a peut-être mourir et tout, le découpage de l'action, il est trop zarbi. Bref, on va continuer du côté de l'indépendant, et on va parler d'une série, alors qu'on a déjà abordé dans ce podcast, notamment parce qu'on a reçu son auteur, c'est Exquisite Corpses. Je n'ai pas écouté ce podcast, je tiens à préciser. Je sais, parce que tu n'écoutes plus. Mais non, mais c'est pas ça. Je ne veux pas m'influencer. Tu n'écoutes plus les interviews que je fais. Grille analytique. Et en l'occurrence, l'expérience est tellement anormale que c'est justement, je ne veux pas que l'auteur me flèche le chemin ou m'indique comment s'est passée la collaboration avec les autres, etc. Ouais. Donc on parle d'Exquisite Corpses. Donc c'est la fameuse série pilotée par James Tynion Force et James Tynion The Force et Michael Walsh, qui réunit à côté de lui tout un tas d'autres auteurs, scénaristes, autrices, d'artistes pour faire cette grande série télé, en fait, série télé en comics. C'est toujours Bel Air qui met en couleur, non? Et c'est Bel Air par contre qui met en couleur tout, c'est et pas mal, c'est ça fait hyper important pour l'unité graphique. On va y revenir. Donc série démarrée en janvier 2026 chez Urban Comics. Vous avez 2 façons de lire cette BD. La première, c'est avec les yeux, la deuxième, c'est avec le cul. Alors on vous recommande pas forcément la seconde. Mon Dieu, j'ai vu la fin de cette phrase. Mais ça, c'était pour surprendre l'auditoire. Ils se sont dit là ils sont là, waouh, je pense il a mis un twist. Je suis sûr qu'il y en a qui ont rigolé quand même. M. Night Thomasini, parce que cul, c'est toujours rigolo comme mot. Voilà. Prout. Voilà. Donc non, par contre, il y a 2 façons de la lire. C'est soit vous la suivez, vous voulez être vraiment le plus rapide possible. En fait, vous voulez être au fait de tout ce qui se passe, et donc vous prenez la version en fascicule, puisqu'elle a démarré en janvier et on en est au 3e là à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc ça veut dire que sur les numéros, on en est. Alors c'est quoi? C'est au 5e, tu veux dire? Au 5e, ouais, c'est ça. Ouais. On en est au 5e. Soit vous êtes un lecteur de comics normie et vous préférez l'album, traditionnellement l'album, et donc là vous avez le premier tome qui vient de sortir, mais il n'y a que les 3 premiers numéros dedans. Mais le prochain arrive au mois de juin. Et le prochain arrive, en fait la sortie en fascicule, elle est mensuelle, donc tous les mois vous avez 2 numéros qui viennent s'ajouter, et sinon si vous préférez le format album standard, vous avez les albums qui arrivent plus longs, qui contiennent forcément plus de numéros entre eux.
Mais grosso modo, forcément, ceux qui ont pris les fascicules avec le coffret sont avantagés sur la temporalité parce qu'ils soutiennent justement l'expérience de lecture. Vous voulez du kiosque? Voilà, du kiosque. Épisodique, oui, vite fait. Bon, mais là, du floppy, voilà du floppy. Non, mais voilà, il l'avait fait pour certains titres qui s'y prêtaient bien, comme The One Hand Six Fingers l'année dernière. Ils l'ont fait aussi sur des titres d'essai. Batman Hush 2. Ouais, comme je pensais plutôt à Grand mal leur en a pris. History of the DC Universe plutôt. Oui. New History. Ouais. Mais donc voilà, là ça marche très bien parce que oui, le concept de Exquisite Corpses, c'est un battle royale. C'est dans une petite ville. En fait, les États-Unis sont dirigés grosso modo par 12 ou 13 familles très puissantes. Et en fait, pour se disputer un peu le règne sur le territoire américain, ils se livrent régulièrement à une forme de joute où en fait, ils vont chacun aller chercher un tueur. Ensuite, ils vont choisir une petite ville isolée, une petite ville des États-Unis. Ils vont la couper du reste du monde pendant une nuit et ils envoient sur place leur tueur. Et le but, c'est que chacun doit s'entretuer. Au final, il n'en restera qu'un et la famille qui a embauché celui qui gagne en fait sera celle qui aura les commandes jusqu'au prochain pendant cycle. 5 ans, ouais. Sachant que l'idée aussi, c'est que les tueurs peuvent aussi, vu que c'est un jeu, il y a aussi des points et en fait, plus les tueurs font de victimes collatérales, plus ça joue également puisque les membres des familles entre eux peuvent aussi se livrer à des qui sont très riches et que c'est des enfoirés par définition. Paris parallèles. Voilà, ils peuvent faire des paris genre je parie qu'il va buter tant de civils avant, je parie que le mien va buter tant et tant de gens avant le tien et ce genre de choses là. Il y a des rivalités aussi entre les familles. Exactement, et parfois il y a des liens entre certains des tueurs et des histoires beaucoup plus personnelles entre les membres de la famille puisque l'idée c'est de s'intéresser aussi à des relations humaines forcément. Et de voir aussi comment les pauvres gens de cette petite ville vont se retrouver embarqués dans une nuit d'horreur, puisqu'ils vont se retrouver face à des tueurs surentraînés et des psychopathes complètement zinzin, avec des personnages hauts en couleur, puisqu'ils sont vraiment allés chercher tous les oui, c'est très jeu vidéo dans l'idée. Oui, et tous les stéréotypes un peu de tueurs fous qu'on peut retrouver, avec un qui sera à l'arme blanche, l'autre qui aura plutôt les armes à feu, d'autres qui fera des pièges, d'autres qui utilisera des poisons, et ainsi de suite, vraiment. Et donc il y a des influences très jeux vidéo effectivement aussi dans les designs de tous ces personnages. Moi je kiffe. Voilà, je commence tout simplement parce que vraiment sur l'intention c'est une série télé, en fait je trouve que ça marche très bien. En fait c'est vraiment. Et moi, j'aime beaucoup le registre du Battle Royale. J'aime beaucoup Battle Royale. Le film originel. Je déteste d'autant plus toutes les versions américaines qui ont suivi, façon Hunger Games et tout ça, que je trouve nul. Hunger Games, c'est pas vraiment un Battle Royale. Le premier. Et après le reste. Oui, non, mais le premier, hein, bien entendu. Mais même le principe du Hunger Games, j'ai toujours trouvé ça assez nul en fait dans la façon dont on s'était montré en tout cas sur le premier film. Ouais. Et là en fait, grand fan d'horreur que je suis, je trouve que c'est une série qui remplit en fait toutes les promesses qu'elle a justement en fait, parce qu'on te dit vous allez avoir une arène de jeu avec des fous furieux sanguinaires et ça va charcler. Et grosso modo, j'aurais pas dit non à avoir des scènes plus graphiques forcément par endroit, mais en fait j'ai vraiment ce pourquoi j'ai signé en fait. C'est-à-dire que le numéro d'introduction, moi je suis la série en VO depuis le début, puisque le concept me parle, donc je joins des actes à ma pensée, c'est-à-dire que je suis allé soutenir le projet depuis le départ, surtout qu'en VO ils font des éditions variantes avec des cartes à collectionner, et vous savez que je suis vraiment le pire Yankee. Oui. Dès qu'il y a des bouts de carton à collectionner. Mais donc voilà, moi j'étais happé dès le début, puisque juste le premier numéro, je trouve que c'est ultra bien ficelé pour présenter tous les personnages et aller dans l'action directement, puisque l'idée c'est que c'est un jeu de massacre aussi, et donc du massacre il y en aura. Et au point où j'en suis, parce que là on parle juste donc des 5 premiers numéros, mais moi je suis déjà, alors il me manque juste les 2 derniers numéros que j'ai pris mais que j'ai pas encore pris le temps de lire, mais il y a vraiment aussi des vraies surprises en fait dans la direction que ça s'en prend. Donc je suis bientôt à la fin, mais il y a vraiment ce côté aussi de tu ne sais pas vers où ça va aller, parce que même si évidemment il y a certains tueurs, certains personnages, vu leur design, vu la façon, vu le temps qu'on leur accorde, tu te dis bon, c'est eux qui vont aller le plus loin possible dans le game, mais même avec ça, même avec ces informations en tête ou certaines évidences en fait, non, il y a quand même quelques vraies bonnes surprises. Donc je trouve vraiment que ce sera pas une BD peut-être qu'on retiendra
dans 20 ans, parce que c'est pour moi vraiment une BD de franchise en fait, et de toute façon les intentions de l'auteur ont été très claires là-dessus. Et ce que j'allais dire, c'est peut-être pour ça qu'on la retiendra dans 20 ans. Si ça se trouve, d'ici là, il y aura eu en jeu mobile, ça pourrait le faire aussi. Hein. Si en jeu de plateau, ça pourrait le faire aussi. Il y a déjà un jeu de cartes, concrètement, il y a des choses à faire avec ce concept qui, effectivement, comme tu dis, très très clé en main, quoi. Voilà, c'est très mainstream en fait dans la proposition. Ça peut être une série Netflix facile aussi. Ça, il y a vraiment aucun souci. Et même, je veux dire qu'il y a c'est Alice in Borderland qui reprend un peu ce jeu, sauf que ou même Squid Game dans une mesure, puisque c'est un peu ça aussi le principe. Et clairement, c'est une bonne réponse, je trouve, américaine. En fait, à la façon dont le Japon ou la Corée a pu adapter le principe du Battle Royale ces derniers temps. Et sauf qu'elle le fait bien parce qu'elle utilise bien son propre lore, en fait, aussi ses propres tous ces psycho killers qu'ils ont eux, en fait, dans leur propre imaginaire. Donc ouais, vraiment. Et graphiquement, c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup de mal, en vrai, à ressentir la différence des artistes, parce qu'ils se sont tous accordés, je trouve, pour quand même essayer de coller à ce que fait Wash. T'as Jordi Beller qui est vraiment celle qui a planifié le tout, en fait, qui permet de corriger toutes les différences, en fait, avec la mise en couleur. Et Jordi, elle est trop forte de toute façon, c'est pas pour rien qu'elle a je sais pas combien, 15 Eisner Awards pour son travail de coloriste. Donc non, vraiment, le truc est vraiment ultra bien ficelé. Pour qui aime le registre du Battle Royale. Si c'est pas votre cam, je peux comprendre tout à fait que vous passerez votre tour, parce que oui, il y a des gens que ça n'intéressera pas de voir sur autant de numéros, simplement de voir des gens se faire massacrer avec plus ou moins de cruauté, plus ou moins de sadisme, mais parfois et en même temps, c'est aussi une BD dans laquelle Tanyon aussi, au travers de certains personnages, a aussi quelques idées à faire véhiculer avec certains, les héros aussi, les vrais héros de l'histoire, c'est toujours des personnes qui sont laissées pour compte. C'est pas pour rien que c'est une infirmière aussi qui est un peu une des héroïnes principales. C'est pas pour rien qu'on a certains gosses aussi qui ont de l'importance, tu vois. Enfin, il y a un vrai discours contre les 1% qui est évidemment ça, de toute façon, oui, sabot, mais qui est fait aussi pour le principe même de dire c'est 13 familles, ou je sais plus si c'est 13 ou 12, ça m'énerve. C'est 12, je 12, crois. Oui, c'est 12. C'est les familles les plus riches des États-Unis qui évidemment organise ce genre de truc. Il y a un message évident dès l'introduction. Même, quand il dit justement qu'en fait, un an avant la révolution des États-Unis contre l'Angleterre. Non, c'est 13 familles. 13 familles, ok. Pardon, en fait, ces familles-là se sont réunies et ont, du coup, amorcé le feu de la révolte et pris le pouvoir en sous-main en expliquant en fait que les élections proprement dites, les suffrages, les présidents, etc., en réalité n'ont jamais eu le moindre pouvoir. Que c'est ces gens-là, les grandes fortunes, qui dirigent le pouvoir dans l'ombre depuis le début, et qu'on agite juste au public un spectacle de marionnettes, ce qui est un propos qui, comme beaucoup de discours qui sont formulés par le prisme de la fiction et de l'horreur par James Tynion IV, toujours un reflet de ses angoisses personnelles. Et ça, en l'occurrence, c'est vrai que ce discours anticorporatiste, et qu'on voit l'influence que ça peut avoir sur le monde réel, on parle régulièrement de la famille Ellison, par exemple, on peut s'apercevoir que lui aussi voit ces trucs-là, au point d'avoir basé le motif fédérateur, qui est qu'un gimmick, puisque le but c'est de voir des gens s'entretuer, là-dessus. Tu voulais dire? Juste 13 familles mais 12 tueurs, parce que la famille qui a gagné organise, en fait, chapeaute le tournoi suivant, donc c'est pour ça qu'il y a le Games Master. Game Master. Très poli. Donc vas-y, à toi, Corentin. Non, oui. Écoute, t'as un peu tout dit. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. J'avoue que je suis un peu rentré dedans, contraint et forcé, parce que James Tynion IV, Tiny Onion, et puis ça va effectivement devenir une franchise de Greywood Force. Ça a vraiment été pensé pour ça et ça se voit. Donc il fallait quand même en passer par là. Généralement, je suis pas, moi, client de ce style, effectivement, pour plusieurs raisons. De base, quoi, vous le savez, personnellement, c'est pas que j'ai en horreur la culture jeu vidéo, cette espèce de côté très pop, de prendre la violence et le sujet de la mort dans la fiction. Pour ça, j'ai mon espace qui est réservé, qui est celui des super-héros. Moi, l'idée du Battle Royale, c'est je gravite pas autour de ça. Je gravite pas autour de la culture du Battle Royale. Je gravite pas même autour des jeux multijoueurs, parce qu'il y a aussi un petit effet quand même là-dedans de cette culture. Je dirais pas forcément Fortnite, mais tu vois, c'est ça. Côté, après, ils ont des avatars très colorés. Ils ont chacun leur arme. C'était quoi, PUBG, je sais pas quoi là. Voilà, moi c'est des quelque part jeux... ça découle de ça aussi. Exactement. Moi, c'est des jeux que je déteste. Que je déteste. Moi aussi. Mais
je trouve que c'est pas intéressant. C'est pas des expériences ludiques que je trouve intéressantes. Je trouve les designs affreux, etc. Donc bref, de base, et du coup, je vais contredire Arnaud. Je pense que c'est une lecture qui se tient très bien, même si vous n'êtes pas consommateur de Battle Royale. Même si vous n'aimez pas effectivement l'idée de mettre des individus avec différents styles d'armement, différentes personnalités, et ces mécaniques qui sont effectivement pas subtiles du tout. Dans le Battle Royale, vous avez toute cette scène en tête, que vous ayez vu une ou deux ou trois fictions de ce genre dans votre vie. Vous avez ce personnage qui apparaît, on sent que ça va être lui le héros, on sent qu'il va tous nous sauver, la veuve et l'orphelin, etc. Et là, pam, il se prend une balle dans la tête. Et là, tu dis, ah merde, je pensais que ça allait être lui le héros. Et là, du coup, il se fait tuer de manière très conne, ou alors il explose en prenant un bâton de dynamite. Voilà. Ça, c'est le genre d'effet qui, moi, généralement, me repousse. Parce qu'en fait, c'est du pur, c'est de la pure adrénaline gratuite. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel le plus facile que tu peux faire. T'as un personnage qui arrive, on te dit, regardez, voilà, ça y est, on reconnecte avec des rails plus naturels de fiction, où en fait, le héros valeureux et compétent va l'emporter. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais tu me saoules avec ton canapé. Le héros plus voilà. Et en fait, on lui fait sauter le caisson avec un effet de surprise. Et là, du coup, tu dis incroyable. Truc que Kirkman a fait plein de fois dans sa carrière. Truc que Game of Thrones s'est fait connaître pour ça aussi. Hein, voilà, la mort surprenante. Et les Battle Royale en général sont un très bon terrain pour ce genre de choses, comme dans Suicide Squad, enfin dans les BD. Suicide Squad aussi, où tu crois que ça va être un personnage important et là, boum, il se prend une balle dans la gueule. Donc je m'attendais vraiment à un truc aussi bête que ça. Je m'attendais à un truc un peu comme les comics de Geoff Jones, tu vois, vraiment qui soit fait pour le gimmick, pour le gadget, où on te cite des référents très clairs et tout. Et il y a de ça, hein, très clairement. Mais de fait, c'est pas l'un des meilleurs scénaristes de l'industrie pour rien. C'est quand même fou de se dire ça. Enfin, quand on a commencé, nous, sur DC Planet à l'époque, Titan Force, c'était un petit scénariste, c'était un scénariste de milieu de gamme, il avait pas grande BD. C'est parce que, en fait, il avait déjà certaines de ses BD d'horreur, notamment, qui étaient publiées, mais on était sur DC Planet, on s'intéressait moins à Boom à l'époque déjà, parce que c'était une toute petite maison d'édition. Intéressant à l'époque. Oui, certainement. Mais oui, nous, on suivait James Tynion parce que c'était présenté comme le disciple de Scott Snyder, parce qu'il venait en renfort sur un Batman Annual, puis après sur Batman Eternal, et après on le voyait sur Talon, justement, la série Talon et tout ça. Donc ouais, c'était alors, mais en vrai, quand tu relis Memetic ou Eugenic, tu vois qu'il était déjà très très fort en fait, dans ce registre. Bien sûr, mais c'est quand même fou le champ à parcourir, en fait. Le gars a pas l'air d'être capable de se rater. C'est-à-dire que même pour une BD qui, moi, effectivement, tu me l'as décrit, je te dis non, je vais passer mon tour. Le premier numéro, vraiment, c'est une leçon d'installation. Oui, il y a pas de gras, tu vois. C'est trop bien. Tout est utile, les dialogues. Il y a une science du dialogue qui est très ciselée, qui donne du ton, qui donne de la personnalité à chaque personnage. Et qu'il avait déjà fait avec Knights on the Lake. Exactement. Avec ce côté, on rassemble plein de personnages. Et il faut qu'en 3 répliques, tu saches précisément qui est qui pense quoi, quelles vont être les valeurs, quels vont être les futurs choix de ces personnages-là, et que tu gardes aussi une place à la surprise pour les retournements de veste et compagnie. Là, voilà, on présente toutes les familles. Même il y a des codes que nous on n'a pas forcément, mais tu vois, tu peux deviner que chacune de ces familles incarne aussi l'état duquel elle vient, avec les spécificités locales, les caractères individuels de la fédération et tout. La vieille qui représente du coup le Vermont, le Massachusetts, qui est considéré comme un état justement très traditionnaliste, un peu à l'ancienne, un peu, tu sais, les héritiers de l'Amérique d'autrefois, entre guillemets. La vieille qui a tout vu. Voilà, les pères fondateurs et tout. Elle, justement, voilà, elle te dit des phrases qui sont bêtes, en vérité, parce que, en fait, elle explique quoi, un soldat, donc, qui a été, comment on dit, honorably discharged, qui a été radié de l'armée, après avoir commis un massacre, que, voilà, en fait, il y a 13 familles qui, tous les 5 ans à Halloween, payent des tueurs pour se tirer dessus, et que la famille qui a misé sur le bon tueur récupère les commandes du pays. C'est idiot. Le concept, il est bête. Mais la façon dont c'est formulé, et surtout rythmé, au niveau de comment est-ce qu'elle le présente, comment elle met elle met ses valeurs à elle dans ce combat-là, en expliquant que il y a quand même une logique dans les États-Unis, c'est la loi du plus fort, certes, mais on aime bien l'idée, nous, dans le Massachusetts, que on est mieux que la norme. On n'est pas comme ces petits connards de New York qui pensent qu'à nous baiser et à tuer des gens. On n'est pas comme ces gens de la Californie qui nous microdosons à la psilocybine pour parce que c'est un vrai truc aussi. Hein. Il y a des tonnes de petits discours qui sont insérés vraiment, mais tu sais, à la random comme ça. T'as les 2 frangines aussi qui font très succession, très HBO, tu sais, le côté je suis riche et belle, mais je porte ce poids de la féminité et le fait d'être entouré de pervers carnassiers autour de moi et tout. Et ce qui marche du coup d'autant mieux, c'est que tu peux ne pas être fan de Battle Royale parce que justement, tu vas suivre aussi les civils de la ville.
Ce qui est pas toujours le cas dans justement ce genre de fiction où tu t'intéresses beaucoup aux joueurs. Là, tu t'intéresses aussi justement à une série de genres. C'est ce qui permet aussi très Carpenter, je trouve. C'est ce qui permet juste de tenir aussi sur 13 numéros, tu vois. Tout à fait, bah évidemment. Mais tu sais qui fait très The Fog, où c'est BD, c'est un peu d'horreur à l'ancienne, où tu vas suivre le point de vue d'habitants très typiques d'une petite ville des États-Unis, paumée, et où leur pérégrination de la rue A à la rue B, chercher une solution, les petites relations interpersonnelles, ce côté très carte postale aussi, tu vois. Et ça, c'est là aussi qu'il est fort, Tynion, c'est qu'il arrive toujours à trouver l'humanité essentielle dans ses personnages, surtout quand il a la place, parce que c'est un peu moins le cas de Spectrograph, par exemple. Ouais. Quand il a la place, justement, il peut aller prendre le petit américain, enfin le petit états-unien de base, en trois dialogues, il te l'habille, et t'as plus envie qu'il se fasse tuer. Tu vois, la mère avec son gamin, le couple gay, bon, encore une fois, voilà, il y a toujours le couple gay très stylé. Ça, c'est un truc qu'il aime bien aussi. Il aime bien que les personnages LGBT soient toujours beaucoup plus cool et beaucoup plus naturels, en fait, dans leurs interactions. Ils sont beaucoup moins brisés que, justement, le reste des civils qui les entourent, qui sont souvent des quarantenaires avec une batterie de problèmes derrière eux et tout. Le Marshall aussi, au début, tu sens que il y a ce côté comme la corruption de l'argent, ce qu'elle peut te faire faire et tout. Et après, donc, les numéros s'enchaînent et il y a une esthétisation, je déteste ce mot. Il y a une mise en scène de la couleur, il y a une mise en scène de l'éclairage, il y a une mise en scène des déplacements au sein de la ville qui en font vraiment un petit théâtre des horreurs assez surprenant et tout, et où ils arrivent bien en l'occurrence, à placer rythmiquement l'utilité de chaque tueur en série, de comment il y en a qui vont trahir, d'autres qui veulent s'enfuir un peu à la Gantz, tu vois, de moi j'y crois pas à votre concept, je me casse et tout. Et alors le reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve que justement les costumes des vilains sont vraiment trop pop culture, quoi. Enfin, moi je suis désolé, j'y crois pas au tueur au masque de renard. Le petit gamin qui joue aux jeux vidéo et il y a des trucs dedans où tu sens que ça a été fait pour être adapté, tu sens que ça a été fait pour être plus vrai que nature, etc. Il y a toujours des limites à ce que tu peux tolérer, on va dire. Dans un monde qui n'est pas un monde de super-héros, moi il y a quand même des trucs où je me dis, est-ce que vraiment ça existerait un mec qui se déguise en lapin pour étrangler des gens? C'est mon préféré, lui. Mais ça, en plus, c'est tellement Five Nights at Freddy's, tu vois, la référence, elle est un peu... Même, il y a un manga comme ça aussi, Doubt, je crois que ça s'appelle, qui est publié chez Kiyun, où il y a pareil un truc un peu antisocial, un peu révolté, avec des mecs qui ont des masques de lapin. Ça me dit quelque chose, ouais. Parce que voilà, en fait, c'est des tueurs, mais c'est pas des tueurs style Hotline Miami, on va dire. C'est vraiment des tueurs pour moi, PUBG, merde. Fortnite, merci. Putain, j'arrive même à oublier le nom. Mais au global, c'est pas grave, parce que effectivement, tu comprends la consigne. Tu comprends que le cadavre exquis, pareil, n'est qu'un habillage. En vrai, je pense qu'ils ont pas eu la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. Tynion, il a quand même bien marqué. Il a dû collaborer avec tout le monde. De toute façon, il est crédité au co-scénario de quasiment tous les numéros. Oui, alors du coup, juste pour te donner la réponse, hein, c'est en fait, ils ont... c'est pas un cadavre exquis dans le sens où vraiment ils ont dit vraiment. Il y a pas un mec qui a pu écrire et les aliens débarquent. Voilà, c'est ça. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis en gros, c'est vraiment la fonction d'une série télé avec une writing room. Ouais. Ils se sont tous réunis ensemble pendant je sais plus combien de temps. Et ils ont écrit l'histoire ensemble, ensuite en se départageant aussi les numéros à chacun, tu vois. Mais ils étaient tous très conscients en fait de l'opération qu'ils avaient à mener tout ça. Mais par contre, ils se sont tous jetés les idées, ils ont tous bricolé tout ça ensemble, tu vois. Mais d'où la cohérence de ton, c'est pour ça. Oui, c'est parce que si c'était un vrai cadre esthétique, ce serait ça. Voilà. Très bordélique. Tu sens qu'il y en a quand même enfin genre tu reconnais quand c'est Panza qui écrit. Tu vois, tu reconnais les dialogues. Qui vont plus chercher dans l'intériorité et moins dans les faits. Tu reconnais à l'inverse ceux qui veulent juste se concentrer sur les monstres, enfin sur les monstres, sur les joueurs. Mais voilà, franchement, moi effectivement, si vous aimez cette espèce de cinéma des années 80-90, qui même plutôt 80 en vérité, dans l'horreur des petites villes ou les vieux slashers, mais peut-être les slashers plus ludiques, façon Les Griffes de la Nuit plutôt que Vendredi 13, ou voilà, comme tu dis, cette fiction asiatique aussi, qui a fleuri depuis quelques années, les animés. Qui sont nés un petit peu de cette vague-là aussi, ou qui étaient même déjà là un peu avant. Hein. Franchement, ça fait carrément le boulot. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Iganjima aussi, super manga sur une île de vampires. Je vous la conseille carrément. Mais à mon sens, ça prouve juste qu'en fait, Tynion Force, c'est un hypnotiseur, quoi. C'est le mec qui peut te vendre, il peut t'écrire un bouquin sur les mecs qui ont créé la première encyclopédie universelle et il t'en fera un truc génial, tu vois.
Parce que le mec est pas capable de se parce foirer. que oui, c'est Mais il a, tu sais, en fait, c'est un vrai artisan. il te fera un truc sur les mecs qui ont écrit l'encyclopédie. En fait, ils ont façonné le monde en fait en écrivant l'encyclopédie. C'est ça, Ils voilà. ont dicté les règles de comment le monde allait fonctionner, alors qu'à la base c'était pas comme ça du tout. Normalement, la Terre était plate et il y avait une tortue géante dans l'espace. Mais voilà. par contre, c'est toujours le cas. Mais comme dans Attention. l'encyclopédie ils ont écrit qu'elle était ronde, bah c'est devenu, tu vois. Mais tu vois, je veux pas en faire un crachat envers Mark Millar à chaque podcast, mais tu vois, il y a des scénaristes qui écrivent au gimmick et au concept. Et là, pour moi, cette BD, elle avait l'air de ressembler à un gimmick. Sauf qu'il y a beaucoup de mecs qui, une fois qu'ils ont épuisé leur gimmick, ne savent plus quoi raconter. Et d'ailleurs, c'est un style pourrait tomber un peu dans ce truc-là. À l'inverse, Millar, t'as l'impression que c'est un artisan de toutes les facettes de comment on fait justement un beau comics haletant. Parce que ça, c'est un truc aussi. Tu dis que le Battle Royale est pas pour tout le monde, et pourtant, c'est un très bon format de récit pour comprendre le temps. Le rapport au temps dans la fiction. Parce que par exemple, là, ça se passe pendant une nuit. Et c'est un vrai exercice de faire tenir ça sur la suspension du temps, où il faut que tous les personnages évoluent au même rythme, que tout ça soit bien fédéré. En plus, ça t'as un aller-retour entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de la ville. Et en plus, tu vois tellement le concept, parce que je crois que c'était une série ou un film qu'ils ont voulu faire. Je crois que c'est un film qui est en adaptation, mais tu vois tellement le concept de série en 13 épisodes, à la 24, où chaque épisode c'est 1 heure de la nuit, tu vois. Mais Vraiment, bien sûr. Ça, c'est un truc qu'avait fait, comment ça s'appelle? Drew Goddard aussi, avec La cabane dans les bois. Je crois que c'était Joss Whedon qui l'avait écrit, ce film. Peut-être tu suivais à la fois ce qui se passe dans la cabane et dans les locaux. Et en fait, ça, c'est assez compliqué à écrire sur le chassé croisé. L'aller-retour entre le backstage et le on-stage. Surtout quand t'as plein de points de vue, parce que là, en plus, c'est à l'échelle d'une ville, donc il faut bien que géographiquement, t'aies différents espaces qui permettent de se croiser pour les vilains et que les héros puissent traverser, survivre ou se faire tuer. De ce point de vue-là, c'est vraiment une masterclass d'écriture. Le concept des vilains, pareil, qui doit rester à chaque fois ludique, parce qu'il faut comme en tirer 12, qui aient tous leur personnalité à eux, qui te parlent à des imaginaires plus ou moins voisins. Je pense que n'importe qui, que Geoff Jones aurait fait cette BD, à mon sens, elle aurait probablement été foirée. Mark Millar l'aurait fait, elle aurait été foirée. Il y a vraiment que des mecs comme Kirkman ou Tynion qui arrivent vraiment à avoir le côté marionnettiste qui fait que tout ça tient bien debout, alors que ça aurait toutes les raisons du monde de faire un horrible produit que tu pousses du pied en allant voir Netflix, en me regarder, on a ça et tout. Et franchement, bah c'est assez impressionnant. Et comme tu dis, les couleurs vraiment de Bel Air, c'est de la bombe bébé. L'ambiance nocturne quand même. Ouais, incroyable. Forte, ouais. Incroyable. Très bien, donc voilà, vous avez. J'ai bien aimé. Voilà, donc Corentin a bien aimé. Après, ne commencez peut-être pas Tynion par là, mais c'est très récréatif, c'est très cool. C'est bien. Donc vous avez 2 façons de vous procurer cette BD, soit en single issues, enfin en fascicule. Il y avait le premier tome avec le coffret était à 13,90, puis après c'est 7,90 par fascicule qui contient 2 épisodes à chaque fois. Et pour ceux qui préfèrent les albums, le premier tome est disponible pour 18,50 € en librairie. Et on va terminer déjà ce back issues. Vous le savez, notre formule actuellement, depuis l'année dernière, depuis la vraie reprise, en fait, c'est de faire 3 sorties par numéro. Comme ça, on vous en propose plus régulièrement. Enfin, on a trouvé cette façon de faire pour vous en proposer des plus courts, mais plus souvent. Donc je pense ça fait un bail, ceci étant. Oui, mais c'est pour rappeler pour ceux qui découvrent les back issues en 2026, on ne sait pas, et qui se disent mais c'est bizarre. Il y a des Corentin, émissions, il y a 4 ans, c'était 4 à 5 bouquins par épisode et tout. Donc là, on va terminer avec le Captain America tome 1 Nos guerres secrètes qui vient de sortir chez Panini Comics. C'est les débuts du run de Chip Zdarsky avec Valerio Schiti au dessin, et un premier tome qui se situe de nouveau dans le passé, comme un peu ce qu'avait fait Mark Waid quand il avait fait son Captain non, qu'est-ce que je raconte? Non, Straczynski, pardon. Straczynski dans Mark Waid a aussi fait du Captain America, mais c'était pas ça. Le dernier run qu'on avait eu, c'était le run de Straczynski, où en fait on remontait aux années jeunesse de Steve Rogers aux États-Unis. Et après on a abandonné Captain America pour faire des team-up avec Thor et Spider-Man. Voilà, après c'était beaucoup moins bien, malheureusement. Et après c'était hélas moins bien. Le premier tome était cool, mais après c'était moins bien. Là, c'est pas complètement la même chose, mais le principe c'est de revenir en fait à la première même semaine en fait, à partir de laquelle Captain America a été tiré des glaces, hein. Vous vous rappelez, dans les années 60, les Avengers avaient sorti Steve Rogers des glaces, puisqu'il avait été congelé là-dedans après s'être crashé en avion. Et par contre, grosse différence justement, c'est que Zdarsky modernise tout ça, puisque désormais c'est dans les années 2000 en fait qu'il est sorti des glaces. Et précisément dans les années 2000, pas les années 2020. Oui, les années 2000, post 11 septembre, tout ça. Post exécution de Saddam Hussein,
post la défaite enfin bref. Voilà, il y a assez de marqueurs post-guerre en Irak. Voilà, il y a assez de marqueurs qui montrent vraiment à quelle temporalité c'est censé se passer. Ce qui pose beaucoup de questions sur tout l'historique de Captain America, parce que tu dis, mais enfin, si désormais il s'est tiré des glaces en 2006, comment t'expliques 12 milliards de trucs, mais on va essayer de pas trop y réfléchir parce que... Secret Wars. Voilà. C'est ma réponse pour tout à chaque fois maintenant. Ouais, Secret Wars. Crisis. Tu vois, comme Crisis. Oui, c'est vrai, remarque. Secret Wars 2016, c'est bon, réécriture dans la réalité. Oui, puis ça empêche pas les comics de l'époque d'être plaisants à lire dans leur propre, truc. On s'en tamponne dans la mesure où, tu sais, c'est comme pareil. C'est ça, on a laissé tomber l'idée de faire coexister tout l'historique de Batman depuis Rebirth, New 52 et tout ça. Punisher, il a été vétéran de 3 guerres au point où on en est, donc. Oui, voilà. Mais donc voilà, mais ce qui permet donc, en fait, Steve Rogers redébarque, les Avengers proposent de recruter, lui fait, bah non, parce qu'il y a une semaine, j'étais en train de me battre contre Hitler dans les forces américaines, donc bah je vais rejoindre de nouveau les forces américaines. Il est envoyé en mission en Latvérie puisque il y a Victor Von Doom qui vient de prendre le pouvoir là-bas, et ils essaient d'exfiltrer en fait des agents qui sont américains et le chef de la résistance, en fait, de faire une rescue mission, et il va être aidé par quelqu'un. Une mission de sauvetage, donc. Oui, une mission de sauvetage. Et je suis trop américain, c'est pour ça. Et il sera secondé par Dave Colton, qui est quelqu'un qui a repris en fait le rôle de Captain America en son absence. Un récit qui interroge beaucoup sur la politique internationale des États-Unis. Vraiment, de le lire. Les numéros sont sortis il y a quelques mois, il y a 7-8 mois, donc on n'était pas encore en Big 2026, où l'année commence par l'enlèvement d'un chef d'État et une guerre illégale déclarée à un autre. Mais de le lire vraiment, maintenant qu'il sort en VF, maintenant, ça a une résonance qui est quand même vraiment, vraiment particulière. Mécaniquement, ouais. Et quelque part, voilà quoi, les comics qui sont politiques, Captain America, tout ça. Oui. Captain America, encore une fois, a toujours été politique. Mais en vrai, ça m'a fait marrer, tu vois, parce que j'avais même pas lu ce tome avant de faire mon article de Poisson d'avril, où j'étais full délire en mode... et désolé pour Tom Brevoort et Marie Javins, à qui je prête de fausses paroles dans cet article, où j'explique que Tom Brevoort dit non mais franchement faut arrêter avec les comics politiques, déjà c'est quoi le rapport entre Captain America et les nazis, s'il te plaît. Et après il fait, de toute façon on va modifier les couvertures, et donc Captain America Comics 1, au lieu qu'ils mettent une droite à Hitler, en fait, il dit non, on ne tape pas les gens, on discute avec eux sur le terrain des idées et on débat en votant. Voilà. Un compromis. Faut que tout le monde ait le droit à la parole. Mais donc, ouais, vraiment, et ce qui est d'autant plus intéressant qu'après, la Latvérie sera toujours au cœur de la série dès le deuxième arc, qui aborde en fait, c'est un bon préambule aussi à ce qui va se passer pour les conséquences de One World Under Doom et de Armageddon, que nous, on va suivre en VO cette année. Même si, on pourra en parler si on fait le tome 2, il y a aussi eu... On fera le tome 2, ouais, mais... Par rapport à ton article, il y a eu quand même à ton Poisson d'avril, un petit... Comment tu traduirais cop-out? Un refus d'obstacle de la part de Marvel par rapport à certaines des idées de Zdarsky... Enfin, de la part de Marvel ou de Zdarsky d'ailleurs. C'est pas clair. Par rapport au Captain France qui devait faire et tout ça, oui, ça c'est vrai que c'est des développements de la série qu'il faudra aborder. C'est ceux qui ne savent pas, donc il avait prévu dans la seconde partie bon, parlons-en à la fin du podcast plutôt. Là, on va spoiler. D'abord l'histoire de base, cher Corentin. Alors, l'histoire de base, effectivement, comme tu l'as dit, Captain America a été libéré de la glace. Tony Stark lui propose de rejoindre les Vengeurs, et lui, effectivement, comme il n'a jamais connu de sa vie d'adulte que l'armée, et que il ne comprend pas le monde dans lequel il évolue dorénavant, décide de revenir dans la seule constante de son existence, qu'il ne comprend pas, c'est qu'il veut justement le découvrir, quoi. Tout à fait, voilà. La seule constante de son existence, c'est l'armée. Donc il se réengage sous les ordres de Thunderbolt Ross, qui est ravi d'avoir une nouvelle arme à sa disposition, et va effectivement être envoyé en Latvérie au moment précis. Ça fait un petit bail, mais néanmoins, parce qu'on sent que ça a eu un impact sur la vie des civils, Dr. Doom a pris effectivement le pouvoir sur son état de naissance. Et aux côtés de ce Captain America dont tu parlais, ce nouveau Captain America qui incarne justement le souvenir des vétérans qui ont été envoyés et en Irak et en Afghanistan, Cap découvre ce que sont devenus les États-Unis et à quoi sert la force militaire des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de quoi, évidemment, on s'en doute bien, puisque c'est un bouquin d'origine, c'est une origin story, il va décider ensuite à la fin de quitter l'armée pour rejoindre les Avengers en accord avec le canon traditionnel.
Une BD qu'elle est bien, une BD qu'elle est très bien écrite, une BD qu'elle est même plutôt bien dessinée. C'est vraiment très très agréable de lire du Marvel comme ça aujourd'hui. Vous savez qu'on peut critiquer la Maison des Idées, notamment pour l'éditorial et ce qui est imposé aux grosses séries comme les Avengers et Spider-Man, qui sont un peu les deux locomotives économiques de l'entreprise. Et surtout Spider-Man, hein, en plus. Voilà. Vraiment. Ouais, enfin, après Avengers, ça fait quand même un bail qu'on n'a pas bien graillé, je trouve, mais c'est franchement, moi, ça fait Mais il y a aussi longtemps que je peux pas te citer depuis Hickman, j'ai pas kiffé une série Avengers. Ouais, bien sûr. Et on sait que le Jed McKay aussi, à mon avis, a eu certaines idées. À mon avis, il aurait dû rester plus longtemps et puis il a dû raccourcir ses plans par rapport justement au fait que ça se vendait sûrement moins qu'espéré. Voilà, parce qu'il y avait, dans ces grandes tribulations, il avait quand même annoncé plein d'événements qui devaient venir qui ne se sont pas matérialisés et j'ai l'impression que ils l'ont aussi un peu coupé dans ces envies. Mais bref, rigolo, ce qui est rigolo, c'est que justement, on parle souvent de notre, voilà, l'incapacité de Spider-Man à grandir, par exemple. Il faut toujours que ce soit une sorte de suspension temporelle, ou les Vengeurs qui, en fait, passent plus de temps à combattre des aliens, des dieux cosmiques, etc., plutôt qu'à se préoccuper des problèmes de la Terre. Captain America, c'est la meilleure réponse possible à ça, puisque contrairement à Frank Castle, c'est un héros qui n'a pas été cryogénisé. Donc, il faut qu'il soit toujours un vétéran, parce qu'il a fait la guerre, il en est revenu brisé, etc. Donc, il faut qu'à chaque fois, comme Iron Man, plus le temps passe, plus on doit moderniser ses origines pour que ce qui était au départ la guerre du Vietnam devienne la guerre du Golfe, puis la guerre en Irak, etc. Et probablement que dans 15 ou 20 ans, Punisher sera un vétéran de la guerre en Iran, hein. De fait, les États-Unis. Pour l'instant, ils n'ont pas encore envoyé de troupes au sol. Oui, donc, mais ils se démerderont pour faire un truc, tu vois, ou alors la guerre contre les cartels en Amérique du Sud. Il y a toujours besoin, voilà, de faire évoluer. Du coup, le Punisher évolue par rapport à ça. Enfin, Steve Rogers, non. Steve Rogers, ça reste tout le temps le souvenir de ce qu'étaient les États-Unis, ou ce que les États-Unis pensaient être plutôt à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc à l'époque, c'était un pays qui était là pour libérer le monde de la menace fasciste, parce qu'à l'époque, c'était pas un gros mot. La menace hitlérienne, les rafles de juifs dans Paris, les rafles de juifs en Pologne, les handicapés, les tziganes, les homosexuels, les opposants politiques. Les opposants politiques aussi, il faut quand même le rappeler. Bref, le vrai fascisme, pur sucre, version A, qui revient aujourd'hui en version A moins, parce qu'on faut quand même qu'on fasse un petit peu forcément dans les apparences. Ouais. Et donc, c'est génial parce que ça ne parle pas directement de notre présent contemporain. Ça parle, comme tu dis, de l'héritage de la présidence de George Bush. Où effectivement, donc les États-Unis ont, pour rappel, inventé les armes bactériologiques factices, qui est aujourd'hui documenté, factuel, ce n'est plus une théorie du complot, pour justifier d'envahir l'Irak, dégager Saddam Hussein du pouvoir, au prétexte d'amener la liberté et la démocratie à ce peuple qui était sous le joug d'un dictateur. Et en échange de récupérer une partie des puits de pétrole exploités par les entreprises américaines. Puis l'Afghanistan, où pour le coup il y avait vraiment des liens avec les djihadistes. Une guerre qui a été très compliquée, très traumatique, où la torture a été utilisée, les bombardements de civils ont été très nombreux, les services de renseignement ont eu beaucoup de mal à travailler avec les services afghans. Ils ont mis très très longtemps à trouver les vrais djihadistes. Il y a eu des conflits armés très durs. Il y a eu tout un cinéma qui est né de cette guerre, à défaut d'autre chose. C'est pas vraiment une guerre d'ailleurs, ceci étant, mais et c'est à ce moment-là effectivement que tout le monde s'est dit ouais, en fait c'est un deuxième Vietnam, comment on fait pour se relever de ça? On a des hommes qui rentrent de ces pays-là, ils ont commis des erreurs, ils ont été trop traumatisés, on les gaffe de cacheton, on essaie de les renvoyer dans le civil, on fait des thérapies et tout, parce que il y a eu beaucoup de soldats de l'Afghanistan qui n'étaient pas des militaires de métier, des gens qui se sont embauchés en partant la fleur au fusil pour des contrats, parce que ça marche beaucoup comme ça aux États-Unis. Tu fais un contrat pour un tour, comme ils appellent ça, donc une visite sur place de quelques années, puis tu rentres, et après tu peux toi choisir de te réengager ou pas, ou si l'armée a pas besoin de toi, ou qu'elle estime que t'es pas viable pour le service, que t'es plus viable pour le service si t'as pris une blessure, ou qu'elle soit physique ou mentale. Ça a effectivement posé toute la question de qu'est-ce qu'on fait des soldats revenus du front. Un truc qui est très bien évoqué d'ailleurs dans la série Punisher de Steve Lightfoot, où justement Castle lui-même va en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à quitter la violence et le monde de la guerre. Là, en fait, justement, c'est fou parce que le personnage de Colton, c'est vraiment ce reflet déformant-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand, en fait, l'armée, et précisément l'armée, parce que c'est un soldat, aux États-Unis, il y a donc, et ça c'est pareil, c'est assez bien utilisé, je trouve, il y a tout un tas de corps d'armement, en fait. Et vous avez les Marines, dont Frank Castle faisait partie, vous avez la Navy,
vous avez l'Air Force et vous avez l'Army. L'Army, c'est donc l'US Army, c'est les fantassins. C'est eux qu'on envoie pour tirer dans le tas. Il y a différentes formes de corps expéditionnaires, mais en l'occurrence, c'est assez rigolo parce que justement, il est du même bord que Captain America, qui était vraiment un soldat des tranchées. Même s'il a plus passé du temps à envoyer des boucliers qu'à tirer à coups de fusil, ça reste un mec qui a connu le fait de tuer pour son pays. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand, en fait, il ne s'agit plus d'aller réellement libérer le monde du fascisme? Parce que tu peux te dire que quand les États-Unis ont promis d'amener la démocratie en Afghanistan et en Irak, ils ont effectivement dégagé un dictateur. C'est vrai. Néanmoins, ils ont été pour des motifs qui étaient pas les mêmes. Et la menace que représentait Saddam Hussein se contextualise par rapport à celle que représentait Hitler. Et là, en fait, voilà, Chip Zdarsky se sert de ça pour te dire Captain America, c'est le soldat ultime dans les comics. C'est le soldat qui incarne l'une des rares versions de l'histoire où on a fait la guerre pour de bonnes raisons. La Première Guerre mondiale, on l'a pas fait pour de bonnes raisons. On l'a fait parce qu'il y avait des engrenages d'alliance. C'était une guerre qui est très dure. Tu vois, il y a pas beaucoup de héros qui en sont sortis. C'était des boyaux de tranchées qui se tiraient dessus à coups d'éclats de shrapnel et de gaz moutarde. C'est pas très beau, c'est pas très héroïque. C'est pendant que les planqués dans les états-majors, voilà, sacrifiaient des milliers de vies tous les jours pour récupérer 10 mètres de terrain. La Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence, c'est beaucoup plus glorieux. C'est beaucoup plus valeureux. On a vraiment libéré des pays qui avaient été écrasés par la botte du fascisme. Des pays en plus qui nous ressemblent, parce que c'est, du point de vue des États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., c'est leurs origines. La guerre en Irak, c'est pas ça. La guerre en Irak, les États-Unis n'avaient pas de rapport immédiat à faire ça. La guerre en Afghanistan non plus. Donc on compare un petit peu ces deux versions du truc, et Zdarsky est assez lucide sur ce qu'est vraiment l'armée aujourd'hui. C'est un outil de géopolitique, un outil de conquête territoriale, un outil même de propagande. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est qu'il va faire un amalgame extrêmement clair, extrêmement évident entre Dr Doom et Vladimir Poutine. C'est-à-dire que dans cette version des faits, Doom a renversé un dictateur lui-même pour prendre le pouvoir. Un dictateur qui, comme beaucoup de dictateurs, s'accaparait les ressources pour lui, donnait pas d'argent au peuple, ni de liberté, ni d'élévation au peuple. Vas-y. Non, mais que le parallèle, il est à la fois, si tu veux, sur Poutine, mais aussi même sur les pays sud-américains, en fait. La façon dont les États-Unis, en fait, déstabilisent volontairement de ce point de vue-là, oui, un pays pour installer leur propre pion, qui ne se trouve pas être quelqu'un qui sera ami du peuple ou ami des États-Unis aussi, parce qu'il va se retourner contre eux aussi. J'en venais à ça, mais voilà. C'est intéressant parce que justement, quand tu parles avec les Russes, ce qui a pu m'arriver dans ma vie, Poutine n'est pas un dictateur détesté, en fait. C'est un mec qui est assez populaire, et pas juste parce qu'ils ont peur de se prendre des balles dans la gueule, mais c'est vrai qu'effectivement, avant que Poutine n'arrive, c'était les oligarques, c'était les soviétiques, c'était le KGB qui tenait le pays. Et il y avait encore cette logique de nous on garde tout le pognon et vous pouvez crever. Ils n'avaient pas accès à des bagnoles, accès à de la bouffe, etc. Quand lui est arrivé privatiser les puits de pétrole et de gaz et qu'il a commencé à remettre le pays sur ses deux jambes, quoi, et qu'il a signé le partenariat avec l'Europe et avec Bush pour l'exportation des ressources et compagnie, les gens ont commencé à avoir de l'argent. Le niveau de vie, il a monté. Comme en Chine, tu vois, Xi Jinping, c'est un dictateur. Le PCF chinois, c'est un dictateur. Enfin, le PCF chinois. Le PC, du coup, chinois c'est pas une démocratie. Néanmoins, effectivement, eux, ils considèrent que c'est mieux que ce qu'ils avaient avant. Ce qu'ils avaient avant, c'était pas de liberté, pas d'argent, rien. Pas de perspective. Là, ils ont l'argent en plus. Voilà, là, ils ont pas de liberté, mais ils sont moins agressés dans la rue, ils peuvent acheter des maisons, ils peuvent consommer, etc. Et du coup, t'as ces deux visions, en fait, où en fait, Doom parle très bien, d'ailleurs, je trouve que c'est très bien articulé, te dit, mais Cap, en fait, ta vision des États-Unis comme vecteur de liberté, c'est pas vrai. Vous êtes pas plus libre que mes citoyens. Vous pensez que vous êtes libre, mais en fait, vous faites qu'obéir aux ordres. Vous votez, puis vous obéissez aux ordres. Et regarde-toi, t'as rien à faire dans mon pays. Mais tu viens, et tu me menaces, et tu veux qu'on se casse la gueule, alors qu'en vrai, mais moi, je suis désolé, parce que ce que je fais ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas. Toi, à l'époque, t'étais venu nous libérer des nazis. Et moi, j'ai fait pareil. Moi, Doom, j'ai libéré mon pays des dictateurs. Et en échange, je lui ai donné la prospérité et la richesse. Maintenant, effectivement, il va pas être libre parce que moi, j'ai pas foi en l'espèce humaine pour s'autogérer. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ce serait facile pour Zdarsky de tordre le bras, d'avoir un truc très naïf en disant ouais, mais le bien, c'est bien et le mal, c'est mal. Alors en fait, justement, Cap comprend. Il comprend très bien que le monde est devenu anormalement compliqué, qu'il y a plus de bien et de mal en fait, il y a juste des intérêts personnels, des visions de la dictature. Et plus que de la liberté en vérité, qui s'opposent et après effectivement, et du coup il va se confronter au rôle réel des États-Unis qui en fait, bah oui, comme en Amérique du Sud, comme en Iran, ceci étant aussi,
On fait des coups d'État pour élire des dictateurs qui après vont arranger nos intérêts personnels. Ce qui là, comme tu dis, vieillit très bien par rapport à la relation qu'ont Poutine et Trump aujourd'hui. Justement, c'est un peu le problème. C'est pas des ennemis en vérité. Il y a une entente mutuelle sur comment on contrôle le peuple et parce que Poutine il est élu démocratiquement, ceci étant. Même pareil, cette réplique géniale de Doom où enfin non mais tu vois avec ce que je veux dire. Avec Hitler, bien sûr. Voilà, c'est quoi la différence entre toi et Hitler? Hitler a été élu. Voilà. Et ça justement, ça résonne différemment aussi aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Au niveau de l'action, c'est très bien ficelé aussi, je trouve. C'est-à-dire que ça fait ce que ça a à faire. Ouais. C'est une bonne série d'espionnage tactique. Les personnages entrent sur le champ de bataille. D'infiltration très Metal Gear un peu. Exactement. Voilà, t'as baston, briefing, baston, confrontation. Ça laisse bien sa place au discours pour se développer. Franchement, voilà, c'est très intéressant justement. Ce côté Captain America ne peut pas échapper à la politique. Et plus les États-Unis, s'enfoncent dans la dictature et le chaos, plus justement ce personnage-là devient important, devient clair et devient un symbole d'espoir. C'est trop rigolo. Tu sais, c'est comme quand on en parlait il y a 10-15 ans de Captain America Winter Soldier quand il était sorti. T'avais Télérama, je crois, qui avait dit ouais, mais bon, le personnage il est un peu lisse en comparaison de Batman, qui est plus tourmenté, plus noir et qui justement évoque plus notre réalité moderne parce que voilà. Et t'as envie de dire qu'on était vraiment, moi j'ai pas écrit cet article-là, mais vraiment des enfants gâtés. Tu vois, c'est comme à l'époque on trouvait que Superman était chiant. Et aujourd'hui, à l'inverse, qu'on est aux portes de l'apocalypse, on apprécie d'autant plus ces figures très simples, très très bienveillantes. Parce que Cap, c'est pas un débile. Encore une fois, il comprend très bien que le monde est ce qu'il est. Et donc, il choisit volontairement de quitter l'armée pour rentrer dans les Avengers parce que du coup, il décide de devenir un super-héros et plus un soldat en comprenant qu'il ne peut plus être soldat parce qu'il ne peut plus bêtement obéir aux ordres d'une nation qui est en train de se perdre. Et ça, justement, c'est super agréable. Comme tu le dis, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre. Compte tenu de ce à quoi sert maintenant l'usage de la force, pas que l'armée, la police aussi, la ICI aussi, même en France, la gendarmerie, la police française, la façon dont les pouvoirs, on a basculé du moment où en fait ces hommes en armes étaient censés nous protéger, et aujourd'hui ils sont censés nous surveiller, ils sont censés nous contrôler, ils sont censés exécuter le dessein et obéir aux ordres de gens qui n'ont plus l'intérêt des peuples ou l'intérêt du bien commun en tête. Et justement, Captain America, qui incarne ce symbole d'espoir, quoique Zdarsky est assez lucide, il dit bien qu'effectivement, même en 1940, les États-Unis étaient un pays bourré de défauts. Si vous avez pas lu Captain America Truth, qui est publié chez Panini, de Robert Morales, vous avez un très bon exemple de, effectivement, pourquoi ça reste un mensonge, Captain America. Comme Superman, ça c'est un très beau mensonge, mais dans la vraie vie véritable, dans les années 30, si Superman avait été noir, il n'aurait pas été traité comme, voilà. C'est un immigrant qui a eu la chance d'être né blanc, plutôt beau gosse, et d'avoir un travail, et de grandir dans le Kansas. Superman, c'est un immigrant vraiment très bien, c'est le bon soldat, quoi, on va dire. Captain America, c'est pareil, c'est fait, certes, c'est un petit enfant des quartiers, alors, il est juif ou pas juif selon les versions. Je veux dire que son ascendance, justement, par rapport à Jack Kirby, est plus ou moins revendiquée selon les versions. Ça reste quand même le petit boy scout, bon sous tout rapport et tout. C'est un petit gringalet, très cool et compagnie, qui s'est élevé. T'as une réplique, tu sais, alors je sais pas comment se traduit, mais en version originale, l'agent de police qui se fait tirer dessus au début lui dit mais t'es pas de la police toi. Il fait non mais I'm here to help. Ça c'est une phrase que les États-Unis adorent utiliser parce que c'est humble, tu vois, c'est je veux sauver des gens humblement, tu vois, c'est je suis pas en fait un messie. I'm here to help, je suis là pour essayer de vous aider à vous en sortir. Et effectivement Cap incarne ça justement. Il incarne l'idée que à l'époque Kirby et Joe Simon, compte tenu de ce qui était arrivé aux Juifs quand eux ils ont quitté leur pays d'origine, compte tenu de ce qui arrive aux Juifs depuis 2000 ans, quoi. Enfin, ils avaient besoin de se créer un avatar comme Simon et Schuster qui incarnerait cette bonté qu'ils trouvent dans leur pays d'accueil, dans leur terre à eux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Encore aujourd'hui, t'as des mecs comme Zdarsky, t'as des mecs comme Straczynski. Zdarsky qui est canadien d'ailleurs. Qui est canadien, tout à fait, bien sûr. Après, c'est l'Amérique du Nord, on va dire, pour faire un gros parallèle, parce que je suis pas moi pour que les Trump envahissent le Canada, hein, mais je veux dire que culturellement c'est très proche, le Canada et les États-Unis. Et puis bon, il sait écrire en américain. Zdarsky, il l'a bien prouvé. Là justement, c'est fou de se dire que effectivement, encore aujourd'hui, cette allégorie qui est très simple. Hein. Captain America, c'est juste un soldat sympa. C'est ça en fait son but. Il a pas de grande cause ni rien. C'est un soldat qui veut faire le bien. C'est aussi con que ça. Et plus le monde avance, plus il devient pertinent, et plus tu peux le mettre en face de ce que sont entre guillemets devenus
nos chères nations souveraines, plus en fait ça devient justement un vecteur de critique acerbe et même parfois très dur pour nous faire réaliser ce qu'on a perdu en chemin, entre guillemets. Oui, parce qu'il représente un idéal qui n'est plus du tout recherché. Ouais, non, mais je veux dire qui n'est plus du tout en fait ce que font les États. En fait, tu vois, c'est que c'est vraiment l'idée de Steve Rogers. En fait, il a vu le mal qui se répandait en Europe et il a décidé de s'engager, même s'il en avait pas la force, parce que c'était son idéal vraiment de paix qui le guidait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, en fait, il voit bien que les États, que les agissements et les politiques des États ne sont pas du tout en accord avec cet idéal de paix. Et que c'est justement même les États-Unis qui pourtant sont alors dans le grand récit comme tu l'as dit, Maduro au début de l'année, l'Iran ensuite. Oui, non, mais je veux dire que par rapport à voilà cette idée que c'est eux qui sont venus libérer donc l'Europe d'Hitler, bah effectivement les États-Unis sont eux qui amènent des violences en fait. C'est devenu l'instigateur de la violence qu'il combattait avant, donc oui, puis de disruption de la démocratie. Enfin, c'est assez honnête de ce point de vue-là aussi. Après, je veux pas qu'on fasse forcément juste le pamphlet politique, parce qu'évidemment, ça, c'est pour moi une des forces de l'album. Le truc, c'est que Vas-y. Dans cette lecture particulièrement, en fait, tu ne peux pas t'en dissocier. C'est très discursif. On pourrait le dire, on pourrait juste dire, effectivement, c'est un bon récit d'action, d'espionnage. Il y a, Valerio Schiti dessine bien, en l'occurrence, il est vraiment bon. Mais le truc, c'est que ce soit dans l'écriture du présent, enfin de cette première semaine de Captain America, ou dans les flashbacks qui s'intéressent à Dave Cotton, en fait, le texte politique, c'est même pas du sous-texte, en fait, et tu peux pas, de toute façon, avec un personnage comme Captain America, c'est quand même très compliqué de pas avoir un discours du présent sur puis c'est le rôle c'est le rôle des artistes aussi, je veux dire. Mais ça, c'est vraiment Cap en sous-marin. Je veux dire, si vous voulez il a vraiment très très bien vécu le 21e siècle. Il y a de très très bons volumes. On parlait Strass juste avant, le tome 1, pour moi, c'est une masterclass. C'est une masterclass d'écriture. Parce qu'il est dommage que ce soit pas le cas après, mais je veux dire, si vous voulez des comics pas politiques, lisez Jeff, quoi. Vraiment. Oui, tout à fait. Mais bien sûr. Celui-là, au moins, il viendra pas vous déranger dans je sais pas, dans votre conception des personnages, mais tout peut déranger aujourd'hui. On va dire que c'est animaliste ou je sais pas, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est déjà à l'époque de Brubaker, on commençait à s'apercevoir de ce glissement, parce que le volume de Brubaker, c'était vraiment une série d'espionnage qui justement commençait à dire là aussi, oui. Oh là là, au sein de l'armée, au sein des services secrets, il y a quand même des mecs qui sont pas très très bien, tu vois. Et petit à petit, en fait, chaque volume, puis même mais Stanley Coates aussi avait fait ça. Mais même avant, enfin, quand Steve Rogers est devenu nomade, c'était parce qu'il était en désaccord total avec la politique de ce gouvernement. Donc, tout à fait. Et ça a toujours, mais même, putain, encore une fois, comme tu dis, il tarde dans la gueule de Hitler, premier numéro. Enfin, et à l'époque, déjà, ça avait gueulé. C'est naturel. Il s'appelle Captain America, bordel. Enfin, c'est America, c'est dans le titre. Superman s'appelle pas Super America, tu vois, à la limite. Quoi qu'il soit extrêmement politique aussi. Mais je tolère mieux que Superman casse la gueule de Mongul dans l'espace tous les 2 mois ou qu'il ait sa vie personnelle et compagnie. Steve Rogers, il a même pas de femme, tu vois. Enfin, c'est tout son but dans la vie, c'est d'être Captain America. Dans les films du MCU, oui, non, mais bien sûr, évidemment, mais même dans les comics, il y a Sharon Carter et tout. Enfin, Peggy Carter. Bref, Sharon, c'est la fille. Voilà, il y a toujours un petit peu. Je crois qu'il a pas une relation avec Sharon Carter aussi à un moment. Je sais plus, je me rappelle pas. Je sais plus. Bref, mais tu vois, c'est toujours agréable, et justement, pour du coup en revenir avec notre truc, comme Strass, justement, après ce premier volume originel, qui paraît aussi d'ailleurs très agréable. C'est très agréable de retrouver cette écriture-là de modernisation. Vraiment, ça donnerait envie d'avoir un All New Marvel, encore une fois, parce que, tu sais, quand il croise Iron Man qui lui dit mon ami Tony Stark, c'est encore l'époque, entre guillemets, en hommage, justement, au début d'Iron Man, où c'est censé être le garde du corps, ou de la même façon, quand Tony vient de voir et qu'il fait, ou même au début, le dialogue où il dit Stark Industries va lâcher la vente de munitions pour passer au smartphone et tout. Tu dis, ouais, c'est les années 2000 à fond, quoi. Même Ross, qui est pas encore, du coup, le Hulk. C'est trop bien, ces petits détails fléchés et tout, parce que c'est vraiment, t'as l'impression que c'est un vrai tome 1. D'une sorte de reboot. Une vraie naissance, quoi. Une vraie naissance de. Ce qui est très, très agréable. Et donc, effectivement, pour la suite, il était prévu, donc, que, l'allégorie, pareil, très, très claire, à mon sens, de la situation entre l'Ukraine et la Russie, où, après One World Under Doom, Doom a été démis. C'est pas un spoiler de dire que Doom perd à la fin de l'événement, évidemment. Enfin, c'est les vilains perdent à la fin, en général. Dans les comics, pas dans la vraie vie. La question de la souveraineté de la Latvérie se posait. Et donc, différents pays, notamment le nôtre, l'Angleterre, la Russie, la Chine, la France, les États-Unis et qui j'oublie, un autre, peu importe, allaient fondre sur la Latvérie pour essayer de s'accaparer les ressources de Domstadt, les terres rares, voilà, pourquoi pas, essayer de contrôler un peu ce qui se passait sur place.
Et en l'occurrence, donc il y avait un Captain France qui avait une fleur de lys. Donc ça, c'est un truc que les Français, enfin les Américains ne comprennent pas, ou les Italiens en l'occurrence. Il y a un peu un côté concon de nous, on est nostalgique de nos rois et reines, parce que ça, c'est un truc aussi. C'est comme Napoléon. Les États-Unis pensent qu'on est tous fans en France de Napoléon, alors qu'en fait, c'est eux qui sont fans de Napoléon. Qu'on adore Louis XIV, Louis XVI. Même là, je sais pas si t'as vu dans Daredevil Born Again, épisode 2-3, quand alors ils se sont rappelés pareil que Swordsman était français. Oui. Ça avait pas été évoqué dans Hawkeye. D'un coup, il est français, il parle français et tout. Où il dit les baïonnettes, non, les guillotines sur la place de la Nation. Comme si la France était obsédée, comme toi et moi, on était obsédés tous les jours par la Révolution française. La guillotine, c'est quand même un symbole très fort. C'est comme Robespierre, n'est-ce pas, Arnaud, mon ami? Oui, non, c'est sûr, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, donc, oui. bref. Et c'est pas idiot parce que justement, ce personnage-là, qui donc porte le symbole des rois de France, la fleur de lys, quoique dans l'armée, il y a sûrement des royalistes aussi, hein, il y a beaucoup de nazis dans l'armée, ça a fait polémique sur les réseaux auprès de plein d'abrutis. Du coup, là, je vais inciter mes compatriotes. Plein de gens qui ont trouvé que c'était choquant que le Capitaine France ait la fleur de lys. Moi, j'avoue, je suis désolé, ça ne me choque pas plus que ça. S'il avait une croix gammée, là, j'aurais pu réagir, mais en l'occurrence, fleur de lys, bon. Et parce que la fleur de lys, c'est un symbole qui a été repris aussi par des... Oui, mais c'est un soldat. Enfin, on sait pas si c'était un personnage positif, Capitaine France. Ça aurait pu être une critique de la France, hein. C'est pas interdit de penser que parce qu'un personnage français est dans une BD, forcément, c'est un mec sympa que nous, on aimerait bien aimer. Batroc, c'est un Français, hein. Il travaille avec le Red Skull, hein. C'est un enfoiré, je veux dire, Batroc. Bref. Donc, du coup, ça a fait une sorte de polémique sur les réseaux et sans explication, Marvel a changé de braquet. Mais je pense pas que ce soit à cause de ça. Non, je pense pas non plus, mais il y a eu une sorte de refus d'obstacle, apparemment, Oui, peut-être qu'ils ont eu, ils ont changé de braquet. Ils ont eu d'autres idées. Il y avait d'autres choses qui étaient prévues. C'est bizarre, comme ils avaient sollicité les premières planches et tout. T'avais les designs de Shitty. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient effectivement pas envie de se mouiller sur les autres pays, en fait. Et donc, du coup, ils ont viré ce côté, conseil de sécurité de l'ONU, entre guillemets, conseil de sécurité des Captain America, parce que c'était que les pays du conseil de sécurité. Et ils ont mis des agents du Shield de pays internationaux qui vont quand même aller, donc avec un Shield, et c'est quand même le retour du Shield en aussi, Ukraine, hein. enfin, en Latvérie. Et effectivement, du coup, ça poursuit ce dialogue justement sur la géopolitique moderne. Et je suis là pour ça, parce que franchement, plus que Fraction qui va sur Batman et qui fait merveille, on en parlera dans un prochain podcast, et Zdarsky qui va sur tout à l'heure tu parlais de Sex Criminals. Moi, je trouve ça quand même trop bien que ces mecs-là qui sont super intelligents et qui viennent en fait de petites prod, enfin il y a Hawkeye, tu me diras, mais de petites prod indés qui ont juste grave percé aujourd'hui, soit les darons de l'industrie, au point de tu leur files n'importe quel personnage, sauf Batman pour Zdarsky, et ça passe super bien, quoi. Là, voilà, c'est le Marvel qu'on aime. C'est vrai que c'est le Marvel qui a des burnes. Tellement plus intéressant à lire que son Batman. Mais oui, c'est fou. Mais même ce Marvel-là est plus intéressant à lire que Alley Wing sur Venom, je suis désolé. Pour moi, Alley Wing est un meilleur scénariste, plastiquement, que Chip Zdarsky, et pourtant, il fait de la merde. Enfin, Immortal Thor, c'est pas mal, mais Immortal Thor, c'est moins bien. Il fait de la merde, parce que juste, c'est les personnages qui ont moins de résonance aussi, peut-être, je sais pas, mais Venom, c'est vraiment le personnage véhicule économique. Qu'est-ce que t'as encore envie de dire sur Venom? Mais voilà, enfin avec Mary Jane et Paul qui se prend un coup de chlasse et tout. Enfin, ça c'est juste rigolo si vous voulez tuer Arnaud Kikou comme moi, tu vois. Mais vous avez enfin une image qui vous met cette truc dans la tête. Oui. Mais bref, tout ça pour dire, franchement, quand Marvel se retrousse les manches, il laisse les mecs travailler. Je sais pas si c'est Sana Amanat qui édite cette série-là. Mais aucune idée, ouais, faudrait regarder les crédits. Ouais, parce qu'il y a quand même des éditeurs et éditrices qui font encore du bon boulot et qui laissent les scénaristes avoir des discours et des intentions. Et Captain America, franchement, il faudrait faire un petit thématique, je pense, sur les bons volumes de Captain America, comme pour Daredevil. Parce qu'en vrai, pareil, en soum derrière ce côté un peu boy scout, chiant et pro-militariste, il y a un vrai putain de personnage qui a eu des vrais putains de runs et qui continue à se renouveler dans le présent pour être toujours aussi pertinent. Et ça, c'est bien. Effectivement. Donc c'est disponible chez Panini Comics dans leur collection 100% Marvel, donc un premier tome disponible au prix de 18€ et donc qui est chaudement recommandé par notre modeste rédaction. Et alors pour la question des crédits, si j'arrive à te retrouver ça très très rapidement, j'ai la page de crédit là. Non, c'est Alana Smith. Alana Smith, qui est l'éditrice. Alana Smith, elle est bien aussi, ouais. Celle qui éditait les Champions.
Non, mais tu sais, ils l'ont foutu sur plein de projets de ces jeunes super-héros. Non, après, Smith, elle a fait en fait beaucoup de choses. Hein, mais c'est elle qui avait déjà édité le Captain America Straczynski, en fait. Je pense que c'est elle qui est en poste sur les séries Cap en général. Donc voilà, donc on en a terminé pour ce Back Issues qui était mine de rien finalement plutôt long puisqu'on avait pas mal de choses à dire sur l'ensemble des BD décortiqués. Donc on vous rappelle qu'on a des liens dans la description de ce podcast si vous voulez vous procurer les BD auprès de nos partenaires. Ne manquez pas également de soutenir l'émission en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux, en parlant autour de vous, en le recommandant à vos libraires, ça peut leur donner, à vos libraires surtout, j'allais dire aussi à vos bibliothécaires, ça peut leur donner des envies de recommandations de comics à proposer à leurs usagers. Et vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee s'il vous reste des sous après être passé en librairie pour qu'on puisse continuer de faire des podcasts et vous inciter à lire des bandes dessinées le plus longtemps possible. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!